Ma femme a laissé notre fils seul la nuit pour aller rejoindre son amant. Quand je l'ai confrontée, elle m'a dit que je devrais être fier qu'un autre veuille encore d'elle. Je suis un homme de 39 ans. La nuit où je suis rentré et que j'ai trouvé mon fils de 5 ans seul dans le salon, en pyjama, les yeux gonflés de larmes devant un dessin animé figé sur l'écran, j'ai compris que quelque chose de notre couple était mort pour de bon. Il n'y avait pas de bruit dans l'appartement, pas de lumière dans la cuisine, pas de chaussures de ma femme près de la porte. Il y avait juste mon enfant, réveillé à presque 1 heure du matin, sans adulte, sans sécurité, en train de cligner des yeux comme si c'était lui qui faisait une bêtise. Je n'étais même pas censé être là. J'étais d'astreinte ce soir-là. Un collègue m'avait proposé de me remplacer plus tôt. J'avais accepté pour une fois, en me disant que ça me ferait du bien de rentrer avant tout le monde pour une fois. Je ne m'attendais pas à devoir jouer le rôle du pompier dans ma propre maison. Quand j'ai ouvert la porte, l'appartement sentait le vide. Pas de sac à main, pas de bruit d'eau, rien. Juste ce silence lourd, interrompu par la voix de mon fils qui m'a demandé pourquoi je criais son prénom alors qu'il était là, sur le canapé, à attendre quelqu'un qui ne venait pas. Je lui ai demandé où était sa mère. Il a baissé les yeux. Il m'a dit qu'elle était sortie voir quelqu'un et qu'elle lui avait dit de rester tranquille, de ne pas bouger, de ne pas ouvrir à personne. Il ne savait même pas quelle heure il était. Il avait faim, mais il n'avait pas osé se lever pour aller chercher quelque chose à manger, de peur de faire du bruit. Il avait peur de se faire gronder, alors que la seule personne qui méritait qu'on lui hurle dessus, c'était celle qui avait claqué la porte en le laissant derrière. J'ai regardé l'horloge. Il était minuit 47. Je ne sais pas depuis combien de temps elle était partie. J'ai senti la colère me monter au visage. Pas une simple dispute de couple. Pas un retard. Pas une soirée trop arrosée. Une décision consciente de laisser un enfant de 5 ans seul dans un appartement, la nuit, pour aller rejoindre quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas de justification possible. Rien qui puisse transformer ça en erreur. C'était un choix. Ma femme, Laura, n'a jamais été un modèle de stabilité émotionnelle. Depuis le début de notre mariage, elle vivait dans l'excès. Tout était trop. Trop de reproches, trop de drames, trop d'attentes. Si je travaillais, je ne l'aimais pas assez. Si je passais du temps à la maison, je manquais d'ambition. Quand notre fils, Adam, est né, elle a supporté la maternité comme une punition temporaire. Les premières nuits, elle me reprochait déjà de ne pas pouvoir allaiter à sa place, mais refusait que quiconque vienne l'aider. Elle voulait tout et son contraire, et tout le monde autour devait encaisser. Depuis quelques mois, les signes de rupture se multipliaient. Téléphone collé à la main, écran toujours tourné vers elle, notifications coupées. Vêtements achetés en douce, maquillage qu'elle n'utilisait pas pour moi. Sortie entre copines qui durait de plus en plus tard. Rire sec quand je demandais simplement avec qui elle sortait. Elle répétait que je n'étais pas son père, que je n'avais pas à la surveiller. Elle me parlait comme à un gardien de prison, alors que je faisais juste ce que tout mari normal fait quand la femme rentre à 1 heure du matin 2 fois par semaine. J'avais déjà eu des doutes sur une possible liaison. Mais j'essayais de ne pas tourner paranoïaque. Avec la maladie de mon père, mon travail, Adam, j'avais la tête ailleurs. Je me disais que c'était une crise, un besoin d'air, un ras-le-bol. Je n'imaginais pas qu'elle pourrait descendre encore plus bas que dans les paroles. Je sous-estimais jusqu'où quelqu'un peut aller pour se sentir désiré, même en écrasant son propre enfant. Ce soir-là, je n'ai pas tout de suite cherché à la joindre. J'ai d'abord calmé mon fils. Je lui ai donné à boire, à manger. Je lui ai fait prendre un peu l'air sur le balcon avec moi, pour le sortir de ce salon où il avait attendu seul je ne sais combien de temps. Il me collait la main comme si c'était moi qui allais disparaître. Il me demandait si j'allais vraiment rester. Pour un gamin de 5 ans, avoir besoin de poser cette question, c'est déjà un traumatisme. Quand Adam s'est enfin à moitié endormi, je l'ai couché dans son lit. J'ai serré ma mâchoire. Ensuite seulement, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Laura. Messagerie directe. Aucune réponse. J'ai envoyé un message simple. Où es-tu? Rien. J'ai attendu quelques minutes. Toujours rien. Alors j'ai commencé à fouiller ce que je savais. Récemment, j'avais remarqué que son mot de passe de mail était resté le même que celui qu'elle avait au début. Elle ne pensait pas que je le savais encore. Je me suis connecté. En 2 minutes, j'avais sous les yeux un ensemble de confirmations de réservation Uber, de commandes de VTC, de mets d'un hôtel à son nom,
de notifications d'un restaurant où elle n'avait jamais mis les pieds avec moi. Toujours les mêmes horaires. Toujours les mêmes quartiers. Toujours ces soirs où elle avait besoin de respirer. Je voyais les dates et les heures. Elle collait avec les soirées où je restais à la maison à gérer Adam, en pensant qu'elle vidait sa tête avec des copines. Je suis tombé aussi sur un mail d'un certain Thomas avec un prénom simple, neutre, que je n'avais jamais entendu dans ces cercles. Des billets électroniques, des pièces jointes, des phrases courtes dans l'objet. Elle avait eu assez de respect pour elle-même pour ne pas tout garder sur le téléphone, mais pas assez pour moi et notre fils pour ne pas créer cette double vie. Elle utilisait des adresses différentes, mais le calendrier ne mentait pas. Elle sortait, elle retrouvait cet homme, et cette nuit-là, elle avait choisi de le rejoindre en laissant Adam seul. La colère pure a laissé place à quelque chose de plus froid. Un mélange de dégoût et de lucidité. Ce n'était pas seulement une histoire d'adultère. C'était une mise en danger réelle. Si Adam s'était levé, avait voulu la chercher, s'était approché de la fenêtre, de la cuisinière, d'un fil électrique, personne n'aurait été là. Si un incendie s'était déclenché, si quelqu'un avait tenté d'entrer, si Adam avait juste paniqué au point de faire une crise, il aurait été seul, livré à lui-même, pendant que sa mère se faisait valider par l'attention d'un autre. Vers 3 heures du matin, la porte a fini par s'ouvrir. Pas doucement. Normalement. Comme si c'était une soirée banale. Laura est rentrée maquillée, coiffure flinguée par la nuit, mais avec ce sourire fatigué que je connaissais, le sourire de quelqu'un qui a passé un bon moment sans penser aux conséquences. Elle a sursauté en me voyant assis dans le salon, éclairé par la lumière du couloir. Elle s'attendait à trouver un appartement vide d'adultes, pas son mari éveillé. Je ne vais pas détailler chaque mot. Ça n'apporte rien. Ce qui compte, c'est le fond. Quand je lui ai demandé comment elle avait pu laisser Adam seul, elle n'a pas montré la moindre honte. Elle a commencé par dire que ce n'était pas si longtemps. Elle a ensuite dit qu'il dormait, comme si ça effaçait le risque. Puis elle a glissé qu'elle avait besoin de se sentir vivante. Elle a fini par lâcher cette phrase qui brûle encore. Elle m'a lancé que je devrais être fier qu'un autre homme veuille encore d'elle, vu comment je la traitais. Dans cette phrase, il y avait tout. Le mépris pour mon rôle de mari. L'absence de responsabilité maternelle. La conviction que son besoin d'être désiré valait plus que la sécurité de son fils. Elle se plaçait au centre du monde. Tout le reste devait tourner autour. Si son couple n'allait pas bien, c'était ma faute. Si elle trompait, c'était un compliment pour moi. Si elle abandonnait Adam la nuit, c'était une conséquence de ma soi-disant froideur. Elle réécrivait immédiatement l'histoire pour se poser en victime. Je l'ai prévenue d'une chose très simple. Ce n'était pas une dispute de couple. C'était une question de protection d'enfant. Je lui ai dit que, à partir de maintenant, je n'allais plus fermer les yeux. Elle a ricané. Elle pensait que je bluffais. Elle me voyait encore comme ce mari qui encaisse, qui se tait pour préserver l'image, qui supporte les critiques pour garder un semblant de famille. Elle n'avait pas encore compris que la vision de mon fils seul au milieu de la nuit avait cassé ce réflexe. Le lendemain, j'ai parlé. Pas à elle. À une voisine d'abord. Celle qui m'avait dit quelques jours plus tôt qu'elle avait entendu Adam pleurer longtemps une nuit où je n'étais pas là. Je n'avais pas voulu l'écouter sur le moment. Je pensais que c'était un bruit de télé. Elle m'a confirmé qu'elle avait tendu l'oreille, qu'elle hésitait à appeler quelqu'un, qu'elle ne savait pas si Laura était là ou pas. Elle avait peur de se mêler. Elle culpabilisait. Elle était soulagée que je lui pose enfin la question. Elle avait vu la lumière dans le salon, mais aucun adulte. Ça n'était pas la première fois. Ensuite, j'ai appelé ma sœur. Pas pour me plaindre de l'adultère. Pour lui dire que j'avais un souci grave de sécurité. Elle a été claire. Pour elle, laisser un enfant de 5 ans seul la nuit, c'est un signal rouge. Elle m'a dit d'alerter quelqu'un. Elle m'a parlé des services de protection de l'enfance. Je résistais encore. Je n'avais pas envie de mettre l'administration dans ma vie. Mais je savais qu'en restant silencieux, je devenais complice. Je ne pouvais plus prétendre ignorer. Avant même de contacter qui que ce soit, la rumeur avait déjà commencé à tourner, mais dans l'autre sens. Laura avait pris les devants. Elle avait appelé sa mère. Elle avait appelé 2 amis. Elle avait déjà raconté que nous nous étions disputés parce que je devenais obsédé par le contrôle, que je lui interdisais de sortir, que je me servais d'Adam pour la coincer. Elle avait dit que j'exagérais la situation, que notre fils n'avait pas été vraiment seul, que ce n'était qu'une heure.
Elle arrondissait les heures, elle minimisait l'abandon, elle exagérait ma réaction pour me faire passer pour un tyran. Sa mère m'a appelé. Elle ne m'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle m'a directement reproché de rabaisser sa fille, de l'enfermer. Elle a glissé que les femmes ont parfois besoin de souffler, que je ne pouvais pas la garder sous cloche. Quand j'ai dit qu'il ne s'agissait pas de souffler, mais de laisser Adam sans adulte à presque 1 heure du matin, je l'ai senti hésiter une seconde, puis revenir dans la défense automatique. Elle a dit qu'il devait dormir profondément, que je dramatisais, que j'avais toujours été trop strict. Mon propre père, quand il a su, a réagi différemment. Il n'a pas cherché à comprendre. Pour lui, c'était clair. Un parent qui quitte le domicile la nuit en laissant un enfant de cet âge sans surveillance commet une faute grave. Point. Il m'a dit que si je ne bougeais pas, je serais le prochain à être accusé quand quelque chose arriverait. Il avait raison. Laura était du genre à renverser la faute dès que possible. Si un incident survenait, elle trouverait un moyen de dire que j'avais mal fait les choses. Le soir même, j'ai posé des conditions à Laura. Plus de sorties de nuit sans que je sois là. Pas de moment où Adam se retrouve seul. Si elle voulait sortir, elle devait le faire en journée, où on devait trouver un mode de garde fiable. Elle a explosé. Elle a dit que je voulais la priver de liberté. Elle a juré que je cherchais n'importe quel prétexte pour la coincer. Elle n'a jamais prononcé les mots « j'ai mis Adam en danger ». Dans sa tête, ce n'était pas le sujet. Les jours suivants, l'ambiance à la maison est devenue irrespirable. Elle faisait la tête devant Adam. Elle laissait traîner des phrases sur le fait que papa veut tout décider. Elle se posait en victime, même devant notre enfant. Elle essayait de retourner l'emprise. Moi, je surveillais. Je ne dormais plus vraiment. À chaque fois que je devais m'absenter, même quelques heures, je me demandais si elle allait recommencer. Je ne pouvais plus lui confier notre fils sans avoir une boule au ventre. C'est finalement la voisine qui a déclenché ce que je n'osais pas encore faire. Un matin, je suis tombé sur une carte dans la boîte aux lettres. Des intervenants des services sociaux étaient passés. Ils demandaient à me rencontrer. La voisine, inquiète, avait appelé pour signaler qu'un enfant pouvait se retrouver seul la nuit. Elle n'avait pas donné de nom, mais l'adresse suffisait. Une part de moi lui en voulait. Une autre savait qu'elle venait de m'ôter la possibilité de me cacher derrière le silence. Quand l'assistante sociale est venue, elle a posé des questions précises. Elle ne cherchait pas le drama, elle cherchait des faits. Elle voulait savoir qui était présent quel soir, qui gardait Adam, quelles avaient été les situations à risque. Laura était là. Elle a immédiatement commencé à se défendre. Elle a raconté qu'il s'agissait d'un malentendu, que j'exagérais, que notre fils n'avait jamais été vraiment seul, qu'elle avait juste descendu les poubelles ou parlé à une voisine. Elle a nié l'hôtel, les VTC, les mets, les heures. Je pourrais dire que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout lâcher, mais la vérité, c'est que ce choix s'est fait petit morceau par petit morceau, chaque fois qu'elle a préféré son image à la vérité. Quand elle a joué les victimes devant la travailleuse sociale, en me présentant comme un mari jaloux qui invente des histoires de danger pour garder le contrôle, j'ai compris que je ne pouvais pas laisser mon fils grandir dans ce mensonge-là. Je me suis promis une chose. La prochaine fois que quelqu'un me demanderait ce qui se passe, je ne protégerai plus celle qui avait laissé mon fils seul pour aller se faire valider par un autre. Les rendez-vous avec les services sociaux se sont enchaînés. On est passé d'une simple visite à une évaluation plus large. Ils ont voulu voir Adam, lui parler seul, comprendre sa routine. Il avait 5 ans, mais il comprenait déjà que quelque chose clochait. Il disait qu'il avait peur quand on criait. Il disait qu'il ne savait pas quand sa mère allait être là ou pas. Il répétait des phrases qu'il avait entendues. Il disait que maman disait souvent que papa voulait la bloquer. On voyait ce que Laura plantait dans sa tête. Les travailleurs sociaux n'étaient ni de mon côté, ni du sien. Ils cherchaient à évaluer le risque. Ils ont vite compris que la nuit en question n'était pas un fantasme de ma part. Entre le témoignage de la voisine, l'heure à laquelle j'étais rentré, le mail de confirmation de la course VTC, les preuves s'alignaient. Ce n'était pas une descente de poubelle. C'était un départ pour une soirée avec un autre homme. Ils n'ont pas jugé l'adultère. Ce n'est pas leur rôle. Ils ont jugé le fait de laisser un gamin seul. Laura a continué à se défendre en parlant de mauvais moments. Elle a dit qu'elle avait traversé une période difficile, qu'elle se sentait délaissée. Elle a utilisé la carte du burn-out maternel. Elle a essayé de transformer l'abandon de notre fils en conséquence de mon manque d'attention.
Elle ne réalisait pas que tout ce qu'elle disait confirmait en réalité son incapacité à prioriser la sécurité d'Adam. Elle ne voyait pas qu'elle creusait sa propre fosse. Sa phrase sur le fait que je devrais être fier qu'un autre la veuille encore a refait surface plusieurs fois. Elle n'en avait pas honte. Elle l'assumait. Elle disait que, si elle en était arrivée là, c'est parce qu'elle ne se sentait plus regardée par moi. Elle parlait comme une adolescente blessée, pas comme une mère de famille. Elle ne voyait pas que ce besoin de validation l'avait poussée à franchir une ligne qu'on ne franchit pas quand on a un enfant de cet âge. De mon côté, je devais gérer l'administratif, l'émotionnel et le regard des autres. Sa mère me détestait ouvertement. Elle disait à qui voulait l'entendre que je salissais sa fille en parlant de cette nuit. Elle oubliait qu'un gamin avait été laissé seul. Elle ne retenait que l'accusation d'adultère. Pour elle, c'était une affaire de couple, point. Elle ne voulait pas entendre parler de services sociaux, de risques, de garde. Elle disait que je voulais piquer Adam à sa mère pour la punir. Ma propre famille, elle, était partagée entre soutien et fatigue. Certains me disaient de prendre mon fils et de partir. D'autres répétaient que les procédures sont longues, lourdes, destructrices. Ils avaient peur qu'Adam devienne un otage dans une guerre. Ils avaient raison sur un point. Chaque pas vers la séparation faisait monter la tension. Laura ne supportait pas l'idée de perdre la main sur l'histoire. Elle se présentait comme la victime idéale. Elle pleurait devant certains, elle me dénigrait devant d'autres, elle manipulait partout. Au milieu de ce chaos, je devais prendre une décision froide. Rester avec elle en espérant qu'elle ne recommence pas, au risque de mettre la vie de mon fils en jeu. Ou partir, ouvrir une procédure, avec toutes les conséquences sociales que ça comportait, mais en offrant à Adam une chance de grandir avec au moins un parent qui ne le laisserait jamais seul la nuit pour aller se faire féliciter par un amant. Il n'y avait pas de choix confortable. Juste un choix nécessaire. J'ai pris un avocat. Il m'a dit que la clé, ce serait les preuves. Il m'a demandé des relevés, des mails, des messages, des attestations. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Les mails de réservation, les confirmations de VTC, le témoignage de la voisine, les notes de l'assistante sociale. Il m'a dit clairement que l'adultère ne pèse pas beaucoup en justice familiale, mais que l'abandon d'un enfant, si. Il m'a encouragé à centrer le dossier sur ça, pas sur la trahison conjugale. Quand j'ai annoncé à Laura que j'engageais une procédure de séparation et que je demanderais la résidence principale d'Adam, elle n'a pas cherché à comprendre. Elle est passée directement à l'attaque. Elle a menacé de dire que j'étais violent, que je criais, que j'étais instable. Elle a dit qu'elle inventerait ce qu'il faut. Elle l'a dit sans trembler. Pour elle, mentir à un juge n'était pas plus grave que de mentir à notre fils. Tant qu'elle gardait la main, tout était justifiable. Elle a commencé à préparer le terrain autour. À l'école, elle a dit aux enseignantes que j'étais un père compliqué, qu'Adam avait peur de moi parfois, qu'il était stressé quand il venait chez moi. Elle a posé des doutes. Elle essayait de construire un récit où j'étais un danger potentiel. Elle voulait que, le jour où un juge demanderait un avis, les gens aient déjà une version en tête. Elle ne reculait devant rien pour masquer son propre geste. Heureusement, tous ne sont pas tombés dans le panneau. La directrice de l'école avait déjà vu Laura en retard plusieurs fois, absente aux réunions, désengagée. Elle avait vu au contraire que j'étais toujours là, à l'heure, présent au rendez-vous, impliqué. Les travailleurs sociaux aussi avaient une vision plus complète. Ils voyaient que, malgré ma colère, je restais constant dans mon discours. Je ne changeais pas de version selon l'interlocuteur. Je revenais toujours à la même scène. Un enfant seul la nuit, pendant que sa mère était ailleurs. Les audiences ont commencé. Étape par étape. D'abord des mesures provisoires. Puis des évaluations. On a tous les deux été entendus. Laura s'est accrochée à l'idée que j'étais dans l'excès. Elle a répété que ce n'était qu'une soirée, qu'Adam dormait, qu'elle n'avait pas mesuré. Elle a essayé de jouer la carte de la mère aimante qui fait une erreur. Elle a pleuré. Elle a parlé de sa solitude. Elle a transformé chaque reproche en preuve qu'elle n'allait pas bien. Moi, j'ai parlé simplement. J'ai décrit les faits, les heures, les preuves, le contexte. Je n'ai pas nié mes propres défauts. J'ai reconnu les disputes, les tensions. Mais j'ai répété que, quel que soit l'état de mon couple, je n'aurais jamais quitté l'appartement en laissant Adam seul la nuit pour aller me faire valider par une autre. La juge n'était pas là pour m'aimer ou me plaindre. Elle était là pour décider ce qui réduisait au maximum le risque pour un enfant. Le jour où la décision provisoire est tombée,
je l'ai lu avec la gorge serrée. La résidence principale d'Adam m'était confiée. Laura avait un droit de visite et d'hébergement encadré, avec des conditions. Il était rappelé noir sur blanc que l'épisode de la nuit seule constituait une carence éducative grave. Voir ces mots sur un jugement m'a fait un effet étrange. D'un côté, je me sentais reconnu dans ce que j'avais vécu. De l'autre, je réalisais à quel point notre histoire avait glissé loin de ce qu'elle aurait dû être. Quand Laura a pris connaissance de la décision, elle a explosé. Elle a dit que je lui avais volé son fils. Elle a prétendu que tout le monde l'avait jugé sur un moment de faiblesse. Elle n'a jamais vraiment intégré qu'il ne s'agissait pas d'un moment, mais d'un choix. Elle a continué à raconter autour qu'on l'avait punie pour avoir voulu être une femme et pas seulement une mère. Elle se présentait comme une martyre. Elle ne parlait pas d'Adam qui tremblait quand il la croyait partie pour la nuit. Pour Adam, la nouvelle organisation a été un choc, mais aussi un apaisement progressif. Les nuits chez moi se passaient sans drame. Il savait que je ne sortais pas en le laissant derrière. Il savait que, si je devais m'absenter, c'était avec quelqu'un de fiable à la maison, ou qu'il venait avec moi. Ces crises d'angoisse nocturne ont mis du temps à diminuer, mais elles ont fini par se calmer un peu. Il ne se levait plus toutes les heures pour vérifier si j'étais toujours là. Les visites chez sa mère restaient tendues. Elle essayait de regagner du terrain en jouant la carte du parent cool. Pas de règles, cadeaux trop chers, promesses impossibles. Elle insinuait parfois que je lui avais volé son fils. Adam revenait avec des phrases qu'il ne pouvait pas inventer. Il disait qu'il ne fallait pas que je sois trop fier, que sa mère trouverait un jour quelqu'un de mieux. Il reprenait des fragments de son discours d'adulte blessé. Elle continuait d'utiliser son besoin d'être désirée comme argument, même dans la bouche d'un enfant. Avec le temps, j'ai compris que je devais accepter une chose. Je ne pourrai jamais contrôler ce que Laura dira de moi, ni ce qu'elle dira d'elle-même. Je pourrai seulement contrôler ce que je fais, moi, quand mon fils est avec moi. Je pourrai lui donner une version stable de la réalité. Je pourrai lui montrer, par mes actes, qu'on ne disparaît pas la nuit en laissant un enfant de 5 ans derrière une porte fermée. Je pourrai lui prouver que son existence pèse plus lourd que l'ego de ses parents. Socialement, j'ai pris des coups. Certains m'ont soutenu. D'autres m'ont tourné le dos. Certains ont choisi de croire la version de Laura, parce qu'elle faisait plus de bruit, parlait plus, pleurait plus. On m'a traité de dur, de rancunier, de jaloux. On a dit que j'avais détruit ma famille pour une histoire de couple. Peu de gens prenaient vraiment le temps de comprendre la nuance. Ce n'est pas pour une aventure que j'ai demandé la séparation. C'est pour la manière dont cette aventure a été placée au-dessus de la sécurité d'Adam. Les mots de Laura continuent de tourner dans ma tête parfois. Cette phrase sur le fait que je devrais être fier qu'un autre veuille encore d'elle. Elle croyait me blesser en disant ça. En réalité, elle a juste montré le fossé entre nous. Je n'ai jamais eu besoin d'être fier que quelqu'un d'autre veuille de ma femme. J'avais besoin d'être fier de la façon dont la mère de mon fils le protégeait. Elle m'a prouvé qu'à ce niveau-là, il n'y avait rien à admirer. Aujourd'hui, je vis avec un jugement, des horaires de garde, des dossiers médicaux, des souvenirs. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un père parfait. J'ai simplement refusé d'accepter que la personne qui partageait mon lit puisse laisser mon fils seul pour une nuit avec un amant et appeler ça un droit à la liberté. Je sais que, plus tard, Adam posera des questions. Je ne lui donnerai pas tous les détails. Je lui dirai seulement la vérité essentielle. Un jour, sa mère est partie la nuit, en le laissant seul, parce que l'attention d'un autre comptait plus. Ce jour-là, j'ai choisi, moi, que ça ne se reproduirait plus. Même si ça a tout cassé. Ma femme a laissé notre fils seul la nuit pour aller rejoindre son amant. Quand je l'ai confrontée, elle m'a dit que je devrais être fier qu'un autre veuille encore d'elle. Le seul truc dont je peux être fier aujourd'hui, c'est d'avoir arrêté de considérer cette phrase comme normale. Et d'avoir mis mon fils devant l'ego d'une adulte qui ne voyait plus que son propre manque au point d'oublier qu'un enfant, ça ne s'abandonne pas pour une validation de plus. Pour des histoires encore plus captivantes, essayez Audible gratuitement pendant 1 mois. Lien en description.